On a décroché le contrat début mai 2023. La mission était simple et claire. Faire un scan hydroacoustique et cartographier le fond d'un bras marécageux de la rivière Pascagoula, dans le sud du Mississippi. Le client était une boîte privée de la Nouvelle-Orléans qui s'occupait d'audits environnementaux. Officiellement, il cherchait donc des déchets industriels immergés datant des années 60. Mais officieusement, comme on le savait tous, M. Harrison, le boss de la boîte et grand fan d'histoire, cherchait des restes de matériel provenant d'une ancienne base militaire fermée après la guerre de Corée. L'endroit est isolé, marécageux, parfait pour faire disparaître quelque chose sans laisser de traces. Notre équipe était composée de 4 personnes. Moi, Mike, plongeur senior et chef d'équipe. Jake, mon binôme, un ancien ingénieur de l'armée de l'air avec une expérience incroyable en plongée. David, l'opérateur du sonar et notre génie technique. Et Harrison lui-même qui avait insisté pour être là. Il ne nous dérangeait pas, il restait juste assis à l'ombre sous l'auvent de notre bateau et regardait les écrans, posant quelques questions de temps en temps. Les 3 premiers jours ont été routiniers. La chaleur était insupportable, l'humidité telle que nos vêtements étaient joints et trempés 10 minutes après avoir quitté la cabine. L'eau du chenal était sombre, presque noire, comme de l'huile figée, et grouillait de moustiques. David pilotait méthodiquement le bateau selon le plan, tandis que le sonar dessinait une image morne d'un fond vaseux jonché de débris et de rares détritus. On a trouvé 2 jonques coulées et une partie rouillée d'un ponton, mais rien qui puisse intéresser Harrison. L'ambiance dans l'équipe était calme, voire apathique. C'était juste un boulot, comme tant d'autres. Tout a changé le matin du 4e jour, mardi. David, qui était resté silencieux pendant près d'1 heure, s'est soudain redressé dans son siège et m'a fait signe de venir. « Mike, viens voir ça. Regarde ça. » Sur l'écran du sonar latéral, on voyait une ombre longue et anormalement régulière. Elle ne ressemblait ni à un tronc d'arbre, ni à une formation géologique. Ses bords étaient trop réguliers, ses angles trop vifs. L'objet était gros, d'au moins 40 pieds de long, et se trouvait à une profondeur d'environ 30 pieds, à moitié enfoui dans la vase. « Qu'est-ce que c'est, à ton avis ?» demandai-je. « Je ne sais pas. Les contours sont irréguliers, mais la structure est clairement artificielle. C'est trop grand pour être un bateau. On dirait une section de barge, peut-être. Mais qu'est-ce que ça fait au milieu de nulle part ?» Harrison, qui avait entendu notre conversation, s'approcha. Ses yeux brillaient d'un vif intérêt. « C'est ça, » dit-il doucement. « J'en suis sûr. Préparez-vous à plonger. » Jake et moi avons commencé à préparer le matériel. Vérification des régulateurs, des manomètres, de la réserve d'air dans les bouteilles. Une procédure standard, rodée jusqu'à l'automatisme. Mais une tension était palpable dans l'air. Tout le monde comprenait qu'il y avait quelque chose d'inhabituel au fond. La visibilité sous l'eau était pratiquement nulle. Même les puissantes lampes Tiahom sous-marines ne traversaient pas cette suspension trouble à plus de 2 ou 3 pieds. On devait travailler presque à tâtons. On a descendu la bouée de marquage exactement au-dessus de l'objet et on a commencé la plongée en longeant le câble de descente. À une profondeur de 25 pieds, on est entré dans une couche d'eau froide. La température a chuté de plusieurs degrés. Quelques pieds d'un plus loin, ma main gantée a touché quelque chose de dur et de froid. J'ai passé ma main sur la surface. Elle était lisse, recouverte d'une fine couche de vase glissante. J'ai braqué ma lampe dessus. Du métal terne et grisâtre avec des rangées de rivets. Ce n'était pas la coque d'une barge. Les 2 rivets étaient trop petits, enfoncés dans le revêtement. Des rivets d'avion. « Jake, c'est un avion », ai-je dit dans le micro de mon casque. « Je vois », a-t-il répondu. Sa voix était calme, comme toujours. Je me déplace le long du fuselage vers la partie avant. On a lentement longé l'objet. C'était bien un morceau d'avion,
et un gros. On a reconnu une partie du centre du fuselage et la base de l'aile droite. Le revêtement était déchiré et tordu, comme une boîte de conserve, ouverte par un couteau géant. Il était évident que l'appareil était tombé de très haut et s'était brisé en morceaux lors de l'impact avec l'eau. On ne voyait ni la queue ni l'aile gauche. Elles se gisaient d'hommes peut-être un peu plus loin, complètement enfouies dans la vase. Après environ 15 minutes de recherche, on est tombé sur le cockpit. Il était étonnamment intact. Le pare-brise en plexiglas était en 1000 morceaux, mais le cadre était intact. La cabine était remplie de vases et d'algues. J'ai éclairé l'intérieur pour essayer de voir le tableau de bord. C'est là que je l'ai vu. Le pilote était assis dans son siège. Son corps était retenu par des sangles. Il avait un casque de pilote sur la tête et un masque à oxygène sur le visage. L'eau et l'environnement anaérobie de la vase avaient en fait un truc bizarre. Il n'y avait presque pas de décomposition. La peau des parties visibles du visage et des mains avait une teinte cireuse et anormalement pâle. Il ne ressemblait pas à un noyé qui aurait passé des dizaines d'années ici. Il avait l'air d'être mort la veille. C'était bizarre, effrayant, mais surtout bizarre d'un point de vue biologique et chimique. Je suis plongeur pro. J'ai déjà vu des corps noyés. Ils ont l'air différents. « Jake, on a un pilote ici », ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Le corps est en bon état. « Bien reçu, Mike. Ne touchez à rien. Filmez tout », répondit David. Jake nagea vers moi et regarda aussi dans le cockpit. Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis balaya lentement le bord du cockpit brisé avec le faisceau de sa lampe. « C'est un sabre, dit-il. Un North American F-86 Sabre, un avion de chasse des années 50. Comment tu le sais? J'ai travaillé sur des modèles de musée à la base d'Edwards. Je reconnaîtrais ce tableau de bord n'importe où. » On a continué à inspecter les débris. Sur un morceau d'aile, un peu à l'écart du fuselage, des symboles étaient visibles sous une couche de saleté. On a soigneusement nettoyé la surface avec des gants. Des lettres et des chiffres peintes au pochoir avec de la peinture bleu foncé sont apparus. AF 51922. C'était le numéro d'immatriculation de l'armée de l'air américaine. 51 correspondait à l'année de commande. 1951. Jake a pris plusieurs photos nettes du numéro avec son appareil photo. Notre temps sous l'eau touchait à sa fin et on a commencé à remonter. Un silence excité régnait sur le bateau. Harrison avait l'air d'avoir trouvé le Saint Graal. Il a tout de suite appelé ses potes par satellite pour qu'ils commencent à chercher le numéro dans les archives de l'armée de l'air. Jake et moi, on a enlevé notre équipement. Je pensais au pilote, à son air bizarre. David a transféré les photos de la caméra de Jake sur son ordinateur portable. Il a affiché la photo du numéro d'immatriculation sur l'écran. AF 51922, a-t-il lu à voix haute. Voyons voir ce que dit Internet à ce sujet. Et c'est là que le premier truc bizarre est arrivé. Jake, qui était à côté et regardait l'écran, s'est figé. Il s'est penché plus près. Son visage est devenu sérieux. « Attends, a-t-il dit. Zoom. » David a agrandi l'image. Les chiffres étaient clairs, sans ambiguïté. 922. « Qu'est-ce qui se passe, Jake ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait l'écran comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Ce n'est pas possible, » finit-il par dire. « Ce n'est pas possible quoi. Ce numéro, je l'ai déjà vu. » « Au musée ?» suggérai-je. « Tu as dit que tu avais travaillé avec eux. »« Non, » a répondu Jake en secouant la tête. « Pas au musée, je l'ai vu à la base Davis Monthan en Arizona, au Boneyard, vers 2010 ou 2011. David et moi avons échangé un regard. Boneyard est le plus grand site de conservation et de recyclage d'avions militaires au monde. « Tu te trompes sûrement, » ai-je dit doucement. « Les numéros peuvent se ressembler. Ça fait plus de 10 ans. »
« Je ne me trompe pas », a dit Jake avec assurance. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans sa voix. J'ai une bonne mémoire des chiffres. Ça faisait partie d'un projet d'inventaire des vieux planeurs pour les transformer en cibles sans pilote. Cet avion, le 922, était dans la rangée du fond. Je m'en souviens parce qu'il avait un insigne d'escadron inhabituel sur le nez, que je n'avais jamais vu auparavant. Cet avion était en stockage. Je l'avais touché de mes propres mains. Il ne pouvait pas se trouver ici, au fond d'un marécage. Un silence s'est installé dans la cabine, seulement rompu par le ronronnement du générateur. Les paroles de Jake semblaient absurdes. Un avion des années 50, trouvé au fond d'un marécage dans le Mississippi, ne pouvait pas être en même temps en conservation en Arizona en 2010. C'était impossible, mais je connaissais Jake. C'était l'homme le plus méticuleux et le plus précis avec qui j'avais jamais travaillé. S'il disait qu'il se souvenait, c'est qu'il s'en souvenait vraiment. À ce moment-là, le téléphone satellite de Harrison sonna à nouveau. Il écouta quelqu'un, son visage se crispa. Il raccrocha et nous regarda. « J'ai reçu les premières infos sur le numéro », dit-il lentement. « Il s'agit du vol AF-519-22, un chasseur F-86 Sabre. Il était porté disparu depuis le 18 octobre 1958. Le pilote, c'est le capitaine John Randall. Il a été vu pour la dernière fois pendant un vol d'entraînement au-dessus du désert de Mojave, en Californie. Les recherches n'ont rien donné. Il a été officiellement déclaré mort. » Il fit une pause. La Californie, pas le Mississippi, c'est à presque 2000 km. Et ce qui est encore plus bizarre, en 2003, le même avion, d'après les documents, a été retiré du service et mis au rebut à la base de Davis Mountain. Remis au rebut parce qu'il était considéré comme perdu. Probablement une erreur administrative. On était resté silencieux. Donc, on avait un avion qui avait disparu en 1958 en Californie, qui, d'après Harrison, avait été mis au rebut en Arizona en 2003, qui, d'après Jake, était entreposé dans cette même Arizona en 2010, et que nous venions de retrouver au fond d'un marécage dans le Mississippi avec le corps du pilote à l'intérieur. L'histoire cessait d'être une simple découverte intéressante. Elle devenait impossible. On a décidé de contacter tout de suite les autorités du comté de Jackson. C'est une chose de trouver un artefact historique. C'en est une autre de découvrir le lieu d'un crash avec les restes d'un homme. Ça ne relevait plus de notre compétence. Pendant que Harrison était encore au téléphone, cette fois avec le bureau du shérif, Jake, David et moi essayons de comprendre ce qu'on venait d'entendre. 3 faits différents et contradictoires concernant le même avion. Mon cerveau refusait d'accepter ça. David, en bon technicien, cherchait l'explication la plus simple. Une erreur dans les documents, a-t-il suggéré en regardant l'écran de son ordinateur portable. Dans les années 50, tout était sur papier. Quelqu'un a dû se tromper d'un chiffre dans le numéro d'immatriculation lors de la mise hors service. Ou alors, Jake a vu un numéro similaire. 923 au lieu de 922. La mémoire est une chose peu fiable. La mienne est d'eau fiable, rétorqua Jake. Il sortit un bloc-notes et un crayon de son sac et se mit à dessiner rapidement. Il n'était pas artiste, mais s'attirait le précis et assuré. Au bout d'1 minute, il nous tendit le bloc-notes. Sur la feuille était dessinée la tête d'un frelon enragé portant un casque de pilote et tenant un éclair dans ses pattes. Le dessin était très détaillé. C'est ce qui était dessiné sur le nez de ce sabre en Arizona. C'est l'emblème de la 152e escadrille de chasse. Ils étaient basés dans le Nevada. Je ne l'avais jamais vu auparavant, c'est pourquoi je m'en suis souvenu. Et le numéro aussi, 922. Je suis prêt à parier ma licence là-dessus. Harrison a terminé sa conversation et s'est tourné vers nous. Le shérif envoie un bateau. Ils seront là dans 1h30. Il a demandé de ne rien toucher et de rester sur place. Il a aussi prévenu la base aérienne de Kessler à Biloxi. Il a dit que comme c'était un avion militaire,
Il devait même passer le relais aux fédéraux. C'était prévisible. Notre expédition privée était terminée. Les gros joueurs entraient bon et maintenant en scène. Harrison semblait à la fois déçu de se faire retirer sa découverte et excité par le mystère auquel il avait touché. Il a demandé à David de lui copier toutes les données du sonar et les photos. « Au cas où », a-t-il dit. On a passé l'heure suivante dans un silence tendu. Jake était assis à l'arrière, regardant l'eau sombre et tournant son carnet entre ses mains. David était plongé dans les archives militaires, en ligne, marmonnant quelque chose à propos d'une confusion dans les numéros de série et les contrats de livraison. Pour ma part, je repassais sans cesse dans ma tête l'image venue des profondeurs. La silhouette immobile dans le fauteuil, le visage cireux, l'état de conservation anormal. Il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans tout ça, et ce n'était pas seulement une question de données contradictoires. J'avais l'impression qu'on était tombé sur un détail de la réalité qui ne cadrait pas avec le tableau général, comme une pièce de puzzle provenant d'une autre boîte. Bientôt, un bateau de police est apparu à l'horizon. Il s'est approché de nous et le shérif adjoint est monté à bord. Un homme trapu d'une 50aine d'années, aux cheveux brûlés par le soleil et au visage calme et fatigué. Il s'appelait Miller. On lui a montré les photos et les données du sonar. Il écouta mon bref rapport sur la découverte en hochant la tête. J'omis volontairement le récit de Jake sur la base en Arizona et la confusion autour de la mise au rebut. Cela semblait trop farfelu et n'avait aucun rapport avec l'affaire à ce stade. Ma mission était de transmettre les faits. Le lieu du crash avait été localisé, le numéro d'immatriculation était tel quel. Un corps se trouvait à l'intérieur. « Ok les gars, merci pour votre boulot », a dit Miller après avoir fini son inspection. « On va s'en occuper avec l'armée. Vous devrez probablement faire une déposition officielle sur le rivage. Pour l'instant, vous avez fini ici. » Il était sur le point de retourner à son bateau quand un grondement s'est fait entendre, au sud. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère apparut au-dessus des cyprès. Il était noir, sans aucun signe distinctif, à l'exception d'un petit drapeau à l'arrière. Il ne se posa pas, mais resta en vol stationnaire au-dessus d'un bras de mer voisin, plus dégagé, et un canot pneumatique à coque rigide fut mis à l'eau. Il y avait 3 hommes en uniforme militaire à bord. Ils nous ont rapidement rejoints. Le plus âgé d'entre eux était un major de l'armée de l'air du nom d'Evans. Grand, athlétique, les cheveux courts. Il avait le regard attentif et d'homme froid. Il s'est présenté comme l'officier de liaison de la base Kessler. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Il voulait voir tout ce que nous avions. Les données, les photos, les journaux de plongée. David a branché son ordinateur portable sécurisé à un grand écran dans la cabine et on a affiché toutes les infos. Le major Evans a regardé les photos en silence, sans montrer la moindre émotion. Il a examiné attentivement la photo du numéro d'immatriculation, puis s'est concentré sur les photos de la cabine et du pilote. « Les photos sont de bonne qualité », constata-t-il. « C'est votre équipement ? » « Propriété privée », répondit Harrison. « Je vois. Vous me remettrez tous les fichiers originaux, ainsi que toutes les copies. Il s'agit désormais de pièces d'une enquête fédérale, » dit Evans. Ce n'était pas un ordre, mais un constat. Puis il s'est tourné vers moi. « Avez-vous vu le corps ? Décrivez-le-moi. » J'ai décrit en détail ce que j'avais vu. L'état du corps, l'absence de signes visibles de décomposition, la couleur cireuse de la peau, la position du corps. Evans écoutait sans m'interrompre. « Vous avez dit que, d'après les premières infos des archives, il s'agit du capitaine John Randall, disparu en 1958, demanda-t-il à Harrison. « Oui, confirma celui-ci. Disparu au-dessus du désert de Morave. » Le major Evans regarda la photo du visage du pilote pendant quelques secondes. Puis il sortit son téléphone satellite, s'éloigna vers la proue du bateau et passa un appel. Il parlait doucement,
presque dans un murmure, utilisant des phrases courtes et saccadées et une sorte de code. On ne comprenait pas un mot. Au bout de quelques minutes, il revint. Son visage était encore plus impénétrable, si c'était possible. Il y a un problème, dit-il lentement, en cherchant ses mots. Il nous regarda à nouveau, et quelque chose de nouveau apparut dans son regard. Pas seulement de l'intérêt professionnel, mais aussi de la méfiance. « On va devoir attendre ici l'arrivée d'une équipe spéciale du Pentagone. »« Quel genre d'incohérence ?» demanda Harrison, qui ne put se retenir. Le major Evans marqua une pause, comme s'il se demandait s'il pouvait parler à des civils. « D'après le rapport officiel, dit-il d'une voix calme et métallique, l'affaire du capitaine John Randall a été classée en 1961. Des touristes ont trouvé un morceau de sa veste de vol avec ses plaques d'identité sur le flanc d'une montagne dans le comté de San Bernardino. Plus tard, les experts ont examiné les traces biologiques trouvées sur place et ont confirmé qu'elles appartenaient au capitaine. Ces restes ont été remis à sa famille et enterrés. Il fit une pause pour nous laisser assimiler ces informations. L'homme que vous avez trouvé dans cet avion ne peut pas être le capitaine Randall. On ne sait pas qui c'est. Le silence qui a suivi ces mots était dense et lourd, comme l'eau du marais en contrebas. Chaque nouveau détail ne clarifiait pas les choses, mais ne faisait que les embrouiller jusqu'à l'absurde. On avait un avion qui n'était pas censé être là. À bord, il y avait un pilote qui n'était pas celui qu'il devait être. Et tout cela contredisait non pas un, mais plusieurs documents officiels. J'ai regardé Jake. Il n'avait pas l'air surpris. Il regardait simplement le major Evans et son visage disait « Je vous avais bien dit que quelque chose clochait, ici. » À ce moment-là, j'ai compris que l'histoire de Jake à propos de l'avion en Arizona n'était pas une erreur de mémoire. C'était un autre élément d'un puzzle impossible que nous commencions à assembler. Et j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. La déclaration du major Evans, selon laquelle le pilote n'était pas Randall, flottait dans l'air brûlant du marais. Elle n'apportait ni soulagement ni clarté, mais au contraire, ajoutait une couche d'absurdité à la situation, la rendant semblable à un mauvais rêve. Nous, les 4 civils, nous nous retrouvions au cœur d'un événement qui dépassait clairement le cadre des protocoles habituels. Le shérif adjoint Miller, comprenant que son autorité s'arrêtait là, s'est éloigné en silence vers son bateau, préférant ne pas s'immiscer dans les affaires des militaires. Harrison a essayé de poser des questions à Evans, mais celui-ci répondait par monosyllabes. Information limitée. Attendez les instructions. L'attente s'est prolongée pendant près de 3 heures. Le soleil commençait à se coucher à l'ouest, teintant l'eau sombre de tons cramoisis. Pendant ce temps, un autre bateau est arrivé. Pas de police cette fois, mais gris, sans insigne, avec plusieurs personnes en uniforme comme les assistants d'Evans. Ils n'ont pas cherché à nous parler. Ils attendaient juste, formant une sorte de périmètre invisible autour de notre petit bateau. On ne se sentait pas comme des témoins, mais plutôt comme des suspects, ou, au mieux, des indésirables. David a éteint son ordinateur portable et l'a rangé dans son sac. Jake s'est resté assis à l'arrière, le visage impassible. Quand l'hélicoptère noir était revenu, cette fois accompagné d'un deuxième Chinook plus gros, on a compris que l'attente était finie. Le Chinook s'est posé au-dessus de l'eau et une énorme plateforme avec du matériel, et un autre groupe de personnes a été descendu de sa rampe. Ces personnes étaient habillées différemment. Pas en uniforme militaire, mais dans des combinaisons sombres et pratiques, sans insigne. Ils étaient dirigés par un type en civil. Il était de taille moyenne, d'apparence banale, vêtu d'un simple pantalon gris et d'une chemise polo bleu foncé. Il semblait avoir une 50aine d'années, peut-être un peu plus. Il est monté sur notre bateau
avec une étonnaisance qui ne cadrait pas avec son apparence de bureau. « Monsieur Harrison » a-t-il demandé en s'adressant à notre client. Sa voix était douce et calme. « Je m'appelle Gray. Je représente l'agence qui s'occupe de cette affaire. Merci à vous et à votre équipe pour votre travail. À partir de maintenant, on s'occupe de tout. » Le major Evans s'approcha de lui et lui rapporta calmement la situation. Gray écoutait en hochant la tête, son regard passant sur chacun d'entre nous. C'était un regard évaluateur, analytique, qui mettait mal à l'aise. « J'ai besoin de toutes vos notes, » dit Paul Gray en s'adressant à nous tous. « Supports numériques, journaux, notes personnelles. Tout ce qui concerne cette découverte. Mes hommes sur mon com feront des copies, les originaux resteront chez nous. Ce n'est pas une demande. C'est une condition pour votre sécurité et la confidentialité de vos informations. » Personne ne discuta. David sortit silencieusement son ordinateur portable et ses disques externes. Je lui tendis ma tablette avec mon journal de plongée. Harrison lui passa son téléphone. Les hommes de Gray, travaillant rapidement et en parfaite coordination, comme un mécanisme bien huilé, connectèrent notre équipement au leur et commencèrent à copier les données. Puis Gray se tourna vers Jake. « Monsieur ?» Il jeta un coup d'œil à un document que lui tendait Evans. « Tolly, Ripley, Jake Ripley, ancien ingénieur de l'armée de l'air, a servi à Edwards et Nellis, contrat à Davis montant de 2009 à 2011. C'est bien ça ?» Jake se raidit. « C'est ça. Le major Evans a mentionné dans son rapport que tu avais des souvenirs liés au numéro d'immatriculation de cet avion. Tu pourrais m'en dire plus ?» Jake me jeta un bref coup d'œil. Je lui fis un signe de tête à peine perceptible. Il était inutile et probablement dangereux de cacher quoi que ce soit à ces gens. Jake raconta calmement et méthodiquement, sans omettre aucun détail, à Gray l'histoire de l'avion dans la cour des eaux, l'emblème du frelon et sa certitude quant au numéro. Gray l'écouta sans l'interrompre, le visage impassible. « Intéressant, » dit-il quand Jake eut terminé. « Très intéressant. Merci pour votre franchise. » Pendant ce temps, l'équipe de Gray avait installé tout un centre d'opération sur la plateforme flottante. De puissants projecteurs éclairaient la zone autour de notre bateau. 2 de leurs plongeurs se préparaient à plonger. Leur équipement était très différent du nôtre. Des systèmes de respiration fermés qui ne laissaient pas passer les bulles. Des casques avec des caméras haute résolution intégrées qui transmettaient les images en temps réel sur les écrans de Gray. Tout ça ressemblait à des images tirées d'un film de science-fiction plutôt qu'à une opération de sauvetage classique. On nous a gentiment mais fermement demandé de ne pas déranger et de rester dans la cabine. Mais la porte était ouverte et on voyait tout ce qui se passait sur les écrans de Gray. La qualité de l'image était incroyable. On a revu la cabine, le pilote, mais cette fois dans les moindres détails. Les plongeurs travaillaient avec une précision chirurgicale. L'un d'eux a coupé les sangles de fixation à l'aide d'un outil spécial. Puis, à l'aide de pontons gonflables, ils ont commencé à extraire le corps de la cabine avec précaution. 20 minutes plus tard, un sac noir hermétique a été remonté à la surface. Il a été tout de suite transféré sur une plateforme et transporté dans une petite tente gonflable portant l'inscription « Zone de contrôle biologique ». Jake et moi avons échangé un regard. Une telle précaution semblait excessive. Oui, le corps avait séjourné dans l'eau, mais ce n'était pas une zone contaminée par le virus Ebola. Gray semblait avoir lu dans nos pensées. Procédure standard quand on a affaire à des objets inconnus, a-t-il lancé par-dessus son épaule, sans quitter des yeux l'écran, où l'un de ses hommes, en combinaison de protection, commençait à inspecter le contenu du sac. On ne voyait pas le corps, seulement les mains gantées du spécialiste qui fouillait méthodiquement les poches de la combinaison de vol. Ils ont d'abord sorti un couteau pliant, puis un briquet, des objets courants pour un pilote de l'époque. Puis le spécialiste
a sorti un portefeuille en cuir ordinaire, noirci par l'eau, mais étonnamment intact. Il l'a tendu à Gray. Gray a enfilé des gants et a commencé à en retirer soigneusement le contenu. Quelques billets détrempés, une photo d'une jeune femme presque effacée, et enfin, une carte d'identité. Elle était dans une pochette en plastique et était en meilleur état. Gray la sortit et la regarda à la lumière. Il la regarda longuement, puis se tourna vers nous. Pour la première fois depuis le début, son visage exprima une sorte d'émotion, une curiosité extrême, presque académique. « Messieurs, dit-il, et sa voix douce résonna dans le silence qui s'était installé. D'après cette carte, le pilote était le capitaine John Randall. « Mais c'est impossible !» s'écria Harrison. « Vous avez dit vous-même que ces restes avaient ensuite été retrouvés et enterrés. » Gray ne répondit pas. Il fit simplement un pas vers nous et tendit la carte d'identité pour qu'on puisse la voir. Je m'attendais à voir un document jauni et usé, vieux de 60 ans. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La carte d'identité semblait avoir été imprimée la veille. Le plastique était parfaitement transparent, sans la moindre rayure. Le papier en dessous était blanc, intact, n'ayant subi ni l'humidité ni le temps. Les caractères étaient pertes nettes, comme gravés au laser. Et la photo était en couleur, parfaitement nette. On y voyait la personne qu'on avait vue dans la cabine, mais vivante, regardant droit vers l'objectif. Ce n'était pas une photo des années 50, c'était une photo numérique moderne, insérée dans un document vieux de 50 ans. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. On n'avait pas affaire à un mystère historique ou à une erreur administrative. On avait sorti des limbes quelque chose qui défiait les lois du temps et de la logique. Et maintenant, ce quelque chose était entre les mains de personnes qui ne semblaient pas du tout surprises. Monsieur Gray a rangé la carte d'identité dans un sac hermétique pour les preuves. Il a dit regarder nos visages stupéfaits, sans aucune compassion. Pour lui, notre réaction n'était qu'un élément supplémentaire à prendre en compte et à contrôler. Comme je l'ai déjà dit, a-t-il répété de sa voix calme et posée, nous allons nous occuper de la suite. Votre travail ici est terminé. Monsieur Harrison, votre entreprise sera entièrement remboursée pour le temps et les ressources consacrées à cette affaire et recevra une subvention supplémentaire pour votre aide en matière de sécurité nationale. L'argent sera versé sur votre compte dans les 48 heures. Il parlait de l'argent comme si c'était un moyen de nous faire taire. Et vu comme Harrison était devenu blanc, ça marchait. Maintenant, messieurs, vous allez signer quelques papiers, continua Gray. Un de ses assistants lui tendit un dossier fin. Il contenait 4 piles de papier, chacune aussi épaisse qu'un doigt. C'est un accord de confidentialité standard. Il stipule que vous vous engagez à ne jamais, sous aucun prétexte, parler des événements des dernières de 24 heures, ni entre vous, ni avec vos familles, ni avec la presse. Vous n'avez vu ni l'avion, ni le pilote, ni nous. Vous avez effectué un scan environnemental de routine et n'avez rien trouvé. Toute violation de cet accord entraînera les conséquences les plus graves prévues de par la loi sur le secret d'État. Vous avez tout compris? La question était rhétorique. On avait tout compris. Ce n'était pas simplement une demande de silence. C'était une menace directe, enrobée dans un langage juridique. On nous a tendu un stylo à tour de rôle. J'ai signé sans lire. À quoi ça servait? La signature était une formalité. L'accord avait été conclu dès qu'on avait vu leur visage. Jake a signé en silence, les mâchoires serrées. David a rapidement griffonné sa signature après avoir dégluti nerveusement. Harrison était le dernier. Sa main tremblait visiblement. « Parfait », dit Gray en reprenant les documents. « On va maintenant vous raccompagner jusqu'au rivage. Votre bateau restera ici. On le ramènera à la marina dans quelques jours après l'avoir inspecté. Ne vous inquiétez pas, on s'occupera de vos affaires. » On nous expulsait littéralement de notre propre bateau.
2 hommes en combinaison nous ont fait signe de monter dans un bateau gris amarré à notre coque. On est descendu sans rien emporter d'autre que nos effets personnels. Quand le bateau a démarré, je me suis retourné. Les projecteurs éclairaient toujours l'endroit où on avait été arrêté. J'ai vu le Chinook planer à nouveau au-dessus de l'eau, descendant un système complexe de câbles et de grappins. Ils allaient comme récupérer les débris, rapidement et sous le couvert de la nuit, pour qu'il ne reste aucun témoin. Ils effaçaient cet événement de la réalité. Le trajet jusqu'à la marina s'est déroulé dans un silence total. Les personnes qui nous accompagnaient n'ont pas dit un mot. Ils nous ont déposés sur le quai, ont attendu que nous montions dans notre camion et sont restés là jusqu'à ce que nous prenions la route. Ce n'est qu'alors que leur bateau a fait demi-tour et s'était reparti dans l'obscurité des canaux. Pendant les 30 premières minutes dans la voiture, personne n'a pu parler. Le choc a fait place à une peur sourde et oppressante. On roulait vers le nord, loin de la côte. « Il faut trouver un hôtel », ai-je fini par dire, rompant le silence, pour passer la nuit et réfléchir. On s'est arrêté dans le premier motel sans nom qu'on a trouvé au bord de la route. J'ai pris 2 chambres communicantes. Harrison s'est tout de suite enfermé dans l'une d'elles, disant qu'il devait appeler son avocat. Jake, David et moi, nous sommes installés dans l'autre. La chambre était minable. Ça sentait la poussière et le produit d'entretien bon marché. Ce décor contrastait fortement avec l'opération high-tech et stérile dont nous venions d'être témoins. Ils ont tout pris, ai-je dit. Chaque octet d'informations. On n'a plus rien. David a esquissé un sourire. Il a glissé la main dans la poche de son pantalon et en a sorti une minuscule clé USB, pas plus grosse qu'un ongle. Presque tout, a-t-il dit. Quand leur gars s'est connecté à mon ordinateur portable, j'ai réussi à lancer un script en arrière-plan. Il a copié le gros du paquet de données dessus. La copie a pris 3 secondes. Ils ont vérifié les disques, mais pas la mémoire vive. Des amateurs. J'ai senti l'adrénaline monter. On avait un point d'ancrage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les cartes sonars, toutes les photos, y compris celles du numéro et du pilote, et autre chose. Quelque chose de bizarre. David sortit de son sac à dos son netbook personnel qu'il n'avait jamais connecté à son équipement de travail. Il inséra la clé USB. On s'est tous regroupés autour du petit écran. Il a d'abord ouvert les photos. Voilà le numéro d'immatriculation. Voilà la cabine. Et voilà la carte d'identité. Même sur l'écran du netbook, on voyait qu'elle était toute neuve. « Maintenant, regardez ça », a dit David en ouvrant un programme d'analyse des signaux audio et radio. Un diagramme complexe est apparu à l'écran. Notre module de prise de vue sous-marin n'est pas juste une caméra. Il y a plein de capteurs de diagnostic dedans. L'un d'eux surveille le bruit radioélectrique pour le calibrage. D'habitude, il montre juste le bruit de fond. Mais quand vous étiez près de la cabine, il a enregistré ça. Il montra un pic fin et à peine visible sur le diagramme. C'était un signal super faible et intermittent, une fréquence ultra basse, pas une transmission radio au sens habituel du terme, plutôt comme un rayonnement résiduel, un paquet de données numériques qui se répète toutes les 17 secondes. Court et crypté. Je n'ai pas réussi à le décrypter, mais j'ai extrait la séquence. Une série de lettres et de chiffres séparés par des tirets apparus à l'écran. XA771 Delta 09. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je. Aucune idée, avoua David. Le format ne ressemble à aucun protocole de communication que je connaisse. Jake, qui regardait l'écran en silence, se pencha soudainement vers nous. « Montre-moi encore une fois. » David afficha à nouveau la ligne à l'écran. « XA771 Dedo 09 » lut Jake à voix haute. Il fronça les sourcils, puis ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut la signification. « Mon Dieu, ce n'est pas un protocole de communication. » « Alors, qu'est-ce que c'est »
C'est un numéro d'inventaire. Il provient d'un système de catalogage des années 50. Il était utilisé pour les composants de programmes expérimentaux classés top secret. Le projet X. J'ai déjà vu cette désignation une fois, quand je bossais sur les archives du programme X-15. X-Alpha désignait un groupe motopropulseur ou un bloc associé. Delta était une modification. Le silence s'installa à nouveau dans la pièce. Le signal que notre équipement avait capté ne venait pas de l'avion dans son ensemble. Il provenait d'une pièce spécifique à l'intérieur de celui-ci. Une pièce tellement secrète qu'elle avait été marquée selon un système spécial. Mais comment a-t-il pu émettre un signal après plus de 60 ans ? Demanda David. N'importe quelle source d'alimentation serait morte depuis longtemps. Je ne sais pas, répondit Jake. Mais si c'est bien ce que je pense, alors cet avion n'est pas simplement un sabre. C'était une sorte de laboratoire volant, et ce qu'il testait fonctionne toujours. On était dans une chambre de motel pas chère, à des centaines de kilomètres de chez nous, effrayés et tenus au silence. Mais maintenant, on avait quelque chose que Gray et son équipe n'avaient pas. Ils avaient bien pris les débris, mais on avait emporté avec nous le fantôme qui les habitait, une petite ligne de code, la clé d'un mystère. Et cette clé ne menait pas au passé, mais à des programmes Brom secrets, dont on sait encore très peu de choses. Notre mission privée de recherche de déchets immergés s'était transformée en quelque chose d'autre. On avait désormais notre propre mission, découvrir ce qu'on avait réellement trouvé au fond du marais du Mississippi, à bord de l'AF-51-922. Le lendemain matin, Harrison nous a quittés. Il était pâle et semblait abattu. Il nous a dit qu'il rentrait chez lui, que ses avocats lui conseillaient d'oublier tout ça et qu'il nous recommandait vivement d'en faire autant. Il nous a laissé une liasse de billets pour nos frais et est parti en taxi pour l'aéroport. Son départ n'était pas une surprise. C'était un homme d'affaires et un passionné d'histoire, mais il n'était pas prêt à jouer avec des enjeux aussi importants. Il ne restait plus que nous trois, Jake, David et moi. 3 personnes contre une machine gouvernementale dont nous ignorions l'existence. Notre seul indice, une ligne de code reçue d'un appareil inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé quand on s'est retrouvés seuls dans la chambre du motel. On ne peut pas rentrer chez nous, a répondu David. S'ils étaient prêts à prendre de telles mesures là-bas, dans les marais, ils sont sûrement déjà en train de fouiller nos maisons, nos bureaux, nos ordinateurs. On doit partir du principe qu'ils sont à notre recherche. Ce numéro d'inventaire, XA711D-9, dit Jake, mène à des couloirs très sombres du passé. Il n'y a pratiquement pas d'archives publiques sur le projet X. Tout ce qui existe a été triplement nettoyé. Mais je connais quelqu'un. Il s'appelle Pete Henderson. Il a bossé comme archiviste sur le site d'essai du Nevada dans les années 70. Quand il a été mis à la retraite, disons qu'il a emporté avec lui un peu plus que des souvenirs. Il vit en ermite quelque part dans le désert, près de la petite ville de Rachel. Il est parano, mais s'il y a quelqu'un qui peut trouver des infos sur ce marquage, c'est bien lui. La décision était prise. On devait aller dans le Nevada. On a acheté un vieux pick-up en cash. On s'est débarrassé de nos téléphones portables. On a acheté des téléphones jetables pas chers et on a pris la route vers l'ouest. Le voyage a été long et stressant. Près de 2000 km sur des autoroutes brûlantes. Chaque voiture aux vitres teintées qui nous suivait trop longtemps nous faisait battre le cœur. Chaque voiture de police sur le bord de la route semblait être un piège. On parlait peu, on dormait à tour de rôle, ne s'arrêtant qu'aux stations-service. On était des fugitifs, même si on n'avait rien fait de mal. 3 jours plus tard, on est arrivés au Nevada. La petite ville de Rachel n'était qu'un ensemble de caravanes et un bar au milieu d'un désert infini, près de la célèbre Zone 51. L'endroit était parfait. Ici,
Tout le monde était un peu à part et respectait les secrets des autres. En suivant les instructions de Jake, on a quitté la route nationale pour une piste à peine visible et, après 10 miles à travers une terre brûlée, on s'est retrouvé devant une haute clôture, en grillage, avec un panneau « Propriété privée. Les intrus seront abattus ». Derrière la clôture se trouvait une vieille caravane à laquelle étaient accolés plusieurs hangars hideux. Jake est sorti de la voiture et s'est approché du portail. « Pete, c'est moi, Jake Ripley. Je suis seul. » Une minute s'est écoulée avant qu'une voix grinçante ne retentisse depuis la caravane. « Fiche le camp, Ripley. Je n'attends personne. »« Pete, c'est important. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ça concerne le projet X. » Silence à nouveau. Puis le portail s'entr'ouvrit en grinçant. Pete était un vieil homme maigre et agité, avec des yeux fous et une barbe grise. Il nous regarda, David et moi, avec méfiance. « Qui est avec toi? Ce sont mes hommes. Tu peux leur faire confiance, » le rassura Jake. Pete nous laissa entrer à contre-cœur dans son territoire. À l'intérieur, la caravane était remplie d'étagères avec des livres et des dossiers. Mais son véritable trésor se trouvait sous terre. Il repoussa le tapis, ouvrit une trappe dans le sol et on descendit un escalier métallique dans un petit bunker recouvert de plaques de plomb. L'air y était sec et frais. Des dizaines de classeurs en acier étaient alignés le long des murs. « Alors, qu'est-ce que tu as là ?» demanda Pete en refermant la trappe derrière nous. David sortit son netbook et lui montra une ligne avec un numéro. Pete mit ses lunettes et fixa l'écran pendant un long moment. Sa respiration devint saccadée. « Où avez-vous trouvé ça ?» murmura-t-il. « C'est une longue Zuma histoire, » répondit Jake. « Tu trouves donc quelque chose avec ce numéro ?» Pete resta silencieux pendant une minute, puis acquiesça. « Peut-être. Je n'ai pas vu cette marque depuis 30 ans. Ça vient d'un dossier très louche. » Pendant les heures qui suivirent, Pete fouilla dans ses placards en marmonnant. Il sortit des dossiers jaunis, des rouleaux de microfilm, des rapports techniques portant la mention « Top secrète » décolorée. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait. C'était un dossier fin avec l'inscription « Projet, observateur quantique, modification Delta, rapport d'incident Dilvy 800 058. » « Ça y est, » dit-il en époussetant le dossier. Il l'ouvrit. Nous vîmes des schémas techniques, des graphiques et plusieurs pages de texte dactylographiés. XA771D09, ce n'est pas un moteur ni un système de navigation, commença Pete, la voix tremblante d'excitation. Officiellement, c'est un enregistreur à résonance quantique. Officieusement, on l'appelait le voleur d'âme. C'était un appareil conçu pour créer une copie atomique parfaite de l'état d'un objet à un moment donné. Il voulait apprendre à enregistrer non seulement des informations, mais aussi la réalité physique elle-même. Le pilote de cette expérience était un cobaye. « Qu'est-ce qui a foiré ?» demandai-je. « Tout », répondit Pete. La modification, Delta, avait une source d'alimentation expérimentale à bord, basée sur des isotopes qui s'est avérée instable. Pendant le vol d'essai du 18 octobre 1958, il y a eu une surtension. L'appareil a mal fonctionné. Il n'a pas simplement enregistré l'état du pilote et de l'avion. Selon le rapport, il a lu le document. Il y a eu une division ontologique incontrôlable. L'incident a créé 2 copies identiques de l'événement. On écoutait, retenant notre souffle. C'était fou, mais cette folie expliquait tout. Une copie, continua Pete, a subi un effondrement structurel immédiat et est entrée en vrille avant de tomber dans l'eau. La deuxième, le rapport parle d'un décalage spatio-temporel. Elle a tout simplement disparu de son point de départ et réapparaît à la base Davis Mountain, a fini Jake à sa place. Apparemment, oui, a acquiescé Pete, comme un écho qui se matérialise des décennies plus tard. Et le pilote,
Pourquoi est-il dans cet état? Le dispositif de l'exemplaire qui s'est écrasé ne s'est pas éteint. Il est entré dans un cycle à faible consommation d'énergie. Il réécrit constamment la réalité à l'intérieur de la cabine, la ramenant à l'état où elle était au moment de la panne. C'est pourquoi le corps ne se décompose pas. Il en est physiquement incapable. Et c'est pourquoi sa carte d'identité a l'air neuve. Ce n'est pas un faux. C'est une copie parfaite du document tel qu'il était une seconde avant de vieillir. La machine a tout gardé. Pete a fermé le dossier. Vous avez trouvé la chose la plus dangereuse que ma génération ait jamais créée. Les gens derrière tout ça sont les héritiers de ceux qui ont construit ce truc. Ils ne reculeront devant rien pour garder ça secret. Le simple fait que vous soyez au courant fait de vous une cible numéro 1. Partez et oubliez tout. On a remercié Pete et on est démonté à l'étage. Nos jambes étaient comme en coton. Maintenant, on connaissait la vérité, et cette vérité était plus effrayante que toutes les suppositions. On roulait sur une route déserte et personne ne disait un mot. On avait compris ce qu'on avait trouvé, mais les questions « pourquoi » et « maintenant, on fait quoi ?» étaient encore plus effrayantes. Alors qu'on arrivait à Las Vegas, David, qui n'avait pas quitté son netbook des yeux, a soudainement juré à voix basse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Ce signal, il n'y avait pas qu'une seule fréquence porteuse. Il y en avait une deuxième, très faible, que j'ai d'abord prise pour une interférence. Je l'ai supprimée. Il y avait un paquet de données cryptées. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? David m'a regardé et j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. C'est une marque temporelle. Plus précisément, 2 marques. La première, le 18 octobre 1958, à 14h32, heure de Greenwich, l'heure du crash. Et la deuxième, il s'est tu, vérifiant quelque chose sur l'écran. La deuxième, c'est demain, le 20 juillet 2025, à 8h du matin. Il tourna son netbook vers moi. Les chiffres qui s'affichaient à l'écran me donnèrent des frissons dans le dos. L'appareil au fond du marais ne se contentait pas de stocker le passé. Il comptait à rebours. Et ce compte à rebours s'achèverait demain. On a passé la nuit du 20 juillet dans une camionnette garée sur un parking poussiéreux pour camions à une centaine de kilomètres de Las Vegas. Impossible de dormir. Le compte à rebours sur l'écran du netbook de David ressemblait à une bombe placée au cœur même de la réalité. On a discuté encore et encore de ce que ça pouvait signifier. « Ça ne peut pas être une coïncidence », disait David en faisant tourner son café froid dans son gobelet en papier. 2 repères. L'un marque le début de l'événement, l'autre sa fin. Mais la fin de quoi? 2 repères, 2 avions, a dit Jake. Il regardait l'obscurité du désert à travers la fenêtre. Ils sont liés, comme des particules quantiques enchevêtrées. Quoi qu'il arrive à l'une, ça se répercute instantanément sur l'autre. Le minuteur dans le débris qu'on a trouvé dans le Mississippi compte le temps qu'il reste à ce qui se trouve dans le hangar de Gray. « Tu veux dire quoi ?» demandai-je. « Ça va exploser ?» « Pire que ça, » répondit Jake. « Ce truc n'est pas fait pour exploser. Il est dit fait pour influencer la réalité. Il a créé un écho, une copie. Peut-être que demain à 8h, il va corriger son erreur. Il va effacer cet écho. Aussi dingue que ça puisse paraître, cette théorie était la seule qui colle avec tout ce qu'on savait. Si Jake avait donc raison, demain matin, l'avion AF-51 Fandoku, il avait vu en Arizona et qui se trouvait sans aucun doute dans un site top secret, n'existerait plus. « On doit voir ça », ai-je dit. C'était un désir irrationnel, presque suicidaire, mais il était impossible de faire marche arrière maintenant. On était allé trop loin. Jake a hoché la tête. Il connaissait ces endroits. Il a déplié une vieille carte papier du Nevada Test and Training Range sur le capot. Si je voulais cacher et étudier un truc comme ça, c'est ici que je le ferais. Il pointa du doigt
un point situé à quelques dizaines de kilomètres au nord de Groom Lake. Site 7, un ancien site de recherche officiellement désaffecté, mais en réalité, l'une des bases les plus surveillées. Il est situé dans une vallée entourée de montagnes, idéale pour l'isolement. Et je connais la crête qui surplombe toute la vallée. On a passé le reste de la nuit et le début de la matinée à essayer d'arriver là-bas. On a laissé la camionnette dans le lit, asséchée d'une rivière, et on a grimpé pendant des heures sur une pente rocailleuse dans le noir complet. On avait juste de l'eau, des jumelles et le netbook de David. À l'aube, on était arrivé. En contrebas, à quelques kilomètres de nous, s'étendait la vallée, et en son centre se dressait un hangar solitaire en béton gris, dépourvu de fenêtres, entouré d'une double clôture et de miradors. Il n'y avait aucune activité visible aux alentours. L'endroit semblait endormi. On s'est caché derrière des rochers. Le temps passait super lentement. 7h, 7h30, 7h50. Rien ne se passait. J'ai commencé à penser qu'on s'était trompé, que tout ça n'était que le fruit de notre paranoïa. David tenait son netbook sur lequel le compte à rebours était lancé. « 1 minute », a-t-il chuchoté. J'ai pointé mes jumelles vers le hangar. L'image tremblait dans mes deux mains. 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Au moment où l'horloge a affiché 08h, rien n'a explosé. Il n'y avait ni feu, ni fumée. Il se passa quelque chose de bien plus étrange. L'hangar fut comme parcouru d'une ondulation, comme l'air au-dessus d'un bitume brûlant. Pendant une fraction de seconde, les murs en béton devinrent translucides et je distinguai clairement la silhouette sombre d'un chasseur-sabre à l'intérieur. Puis, l'ondulation disparut. Tout était fini. Le hangar était là, comme avant. Mais je savais, on savait tous, qu'il était vide à l'intérieur. L'écho avait disparu. Le paradoxe était résolu. On est y resté allongé en silence pendant quelques minutes, abasourdi par cette catastrophe silencieuse. Tout était fini. On avait été témoin. On avait survécu. On pouvait partir. On commença à rassembler lentement nos affaires, se préparant à descendre. « Les gars », dit David d'une voix étrange, sourde. Il ne quittait pas des yeux l'écran de son netbook, qui était connecté à Internet via un modem satellite. Vous devez voir ça. L'écran affichait la page d'un site d'actualité peu connu de la ville de Gulfport, dans l'État du Mississippi. Une dépêche urgente avait été publiée 3 minutes plus tôt. Le titre disait « Disparition mystérieuse sur la rivière Pascagoula. Une opération fédérale portée disparue. » Je lisais le texte et mes cheveux se dressaient sur ma tête. L'article, qui citait les services de garde-côte paniqués et le bureau du shérif local, disait que ce matin, à 10 heures dont précise, heure du centre, soit 8 heures, chez nous dans le Nevada, toute communication avec l'opération secrète de l'armée de l'air visant à récupérer les débris avait été perdue. L'hélicoptère envoyé en reconnaissance n'a rien trouvé sur place. Pas de bateau, pas de plateforme, pas d'équipement, pas de personne, aucune trace de l'opération. De plus, le pilote de l'hélicoptère a signalé que le balayage sonar du fond de l'eau avait révélé une vase parfaitement lisse, comme s'il n'y avait jamais eu d'avion là-bas. J'ai baissé mes jumelles, j'ai regardé Jake, puis David, et j'ai vu dans leurs yeux la même compréhension qui m'a glacé. L'appareil n'avait pas simplement effacé sa copie dans le Nevada, il avait bouclé la boucle, il avait effacé tout l'événement, l'original au fond du marais, et tous ceux qui l'avaient été touchés. Monsieur Gray, le Major Evans, leurs équipes en combinaison noire et leurs bateaux gris. Ils avaient tous été effacés de la réalité avec les débris qu'ils essayaient de cacher. Ils n'avaient pas réussi à contrôler l'anomalie. L'anomalie les avait contrôlés. Elle avait effacé toutes les traces de son passage, sauf nous. On était la seule erreur dans son équation parfaite. 3 personnes sur une montagne du Nevada qui avaient tout vu, mais qui n'avaient rien touché. On avait survécu uniquement
parce qu'on n'était pas là. On était les derniers détenteurs d'un savoir que l'univers lui-même essayait d'effacer. On descendit de la montagne, on monta dans notre vieille camionnette et on partit vers l'est. On n'avait plus besoin de regarder derrière nous à la recherche de gens en costume sombre. Maintenant, on avait peur de quelque chose de bien plus profond. On roulait sans but, se fondant simplement dans les routes infinies du pays. On n'en a plus jamais reparlé. On n'avait pas besoin de mots. On a juste continué à rouler.